Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faites-vous savoir, surtout qu'aujourd'hui on parle d'un sujet vachement cool. J'avoue, ce sera pas bien long, je fais juste quelques petits réglages. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Hello Dominique, bienvenue, bienvenue. C'est de les premiers, salut, salut. Je vais me dépêcher, vous me mettez un peu la pression à arriver si vite là. Faites-vous savoir, guys, aujourd'hui on va essayer un concept un peu plus différent, on va essayer de jazzer ensemble en fait. Donc on va parler d'un manga qui est très 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 cool et probablement un des mangas les plus aimés. Alright, bah écoutez, on est déjà pas mal. Allô à tous ceux qui nous rejoignent. Je fais juste les derniers petits réglages, puis on commence. Oh, allô Bianca, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon, tant pis. Allô Marie-Hélène, allô, allô. Emmanuel, salut. Alors, si vous n'avez pas vu la thématique, aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter. Fait que le manga que tout le monde adore et qui en même temps pose énormément de problèmes à cause des pauses que l'auteur prend de plus en plus. Oui, hein, un magnifique dessin qui a été réalisé par Sophie. Si tu passes par la vidéo, petit coucou à toi. Qui est du tout en rapport avec le live d'aujourd'hui, by the way. Donc c'est ça. Comme je vous dis, on va essayer un sujet un peu différent. Fait qu'on on va prendre le live un peu plus cool, un peu plus relax que si c'était vraiment une thématique vraiment très particulière. Fait que j'ai plusieurs anecdotes, plusieurs détails croustillants sur l'auteur, sur sa carrière, sur ses mangas, pas juste Hunter x Hunter. Et on va voir que de loin ou de près, ça a un lien en fait. Et sur plein de choses. On va aussi parler un peu de Sailor Moon pour tous ceux qui aiment ça. Bon. Donc, pour commencer, j'aimerais ça avoir votre avis, guys. Qui a lu Hunter x Hunter? Déjà, en commençant, c'est une série qui est vieille comme le monde, qui a commencé plus ou moins en même temps que One Piece pour le coup, et qui, malheureusement, s'il n'y avait pas eu toutes ces pauses en fait, selon moi, le manga aurait été comme vachement plus populaire, puis limite vraiment mieux que One Piece en termes de meilleur que One Piece en termes de vente, puis en termes de popularité, tout simplement. Alors, j'ai vu mais pas lu. Oui, ça marche aussi avec l'animé, dépendamment si on a vu la version des années 90 ou la version de 2011. Qui, pour moi, j'ai un gros coup de cœur pour celui de 2011, par exemple. Qui je trouve qu'il est vraiment plus fidèle au manga, vraiment beaucoup mieux réussi, puis l'animation est juste incroyable par rapport au précédent. Donc Marie-Hélène qui me dit Hunter x Hunter est le premier manga que j'ai connu, tellement important pour moi. Pour vrai, ah mon dieu. Fait que c'est un classique pour toi, c'est sûr, c'est sûr. Cool, bah écoutez, on va commencer, étant donné qu'on est déjà pas mal. D'après ce que je vois, tout le monde est pas mal à l'aise avec le sujet. Bon, à savoir que Hunter x Hunter, à la base. Allo Ranza, bienvenue parmi nous. La façon dont Hunter x Hunter a été pensé, et puis ça fait partie des premières anecdotes en fait. Donc dans le fond, il faut savoir que l'auteur a fait plusieurs mangas. Il y en a eu 3. Allo Dani, bienvenue. Fait que ça. Il y a eu 3 mangas que l'auteur a fait.
À savoir, dans un premier temps, on a eu l'Evely ici, que j'ai ramené expressément de ma collection personnelle, qui est une série en 3 tomes qui va parler d'un prince alien. Donc le gars sur la couverture qui arrive sur Terre tout simplement, et on va suivre ses aventures entre lui et le terrien, chez qui il va squatter mine de rien. Et ben, dans le fond, le terrien va plus ou moins devoir le supporter, puis il va voir que au fur et à mesure des tomes finalement, il va y avoir une amitié, puis il va y avoir des relations qui vont se lier. C'est un peu dans la vibe de Doraemon, je vous dirais, dans le sens avec un côté vraiment beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte en fait, où c'est de la tranche de vie, mais il peut y avoir des côtés vraiment assez gore, comme assez un peu trash. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la série, c'est une des premières séries de l'auteur. On peut même remarquer au dessin, on peut le voir que le dessin c'est clairement Togashi, hein. C'est juste un... Vous attendez pas vraiment à avoir un truc de totalement différent, mais il y a quand même beaucoup de tranches de vie et beaucoup d'humour à l'intérieur. C'est très très cool, qu'une série en 3 tomes, tout simplement. Ensuite de ça, il a embarqué sur Yu Yu Hakusho. Puis là, c'est là que ça devient intéressant, parce que Yu Yu Hakusho, qui est un manga qu'il a embarqué en fait, où l'histoire principale, pour ceux qui ne connaissent pas, où dans le fond notre héros en fait ici va dès les premiers volumes en fait mourir tout simplement. Fait que plot twist, schéma classique dans les mangas, le héros il va passer, il y a un gamin qui est sur la route et qui se sacrifie pour se sauver, puis sauter à la rescousse du gamin justement, puis au moment où il le pousse, il sauve le gamin, mais il n'a pas le temps de s'écarter, puis il se fait écraser et il meurt sur le coup pour le coup. Le truc c'est que arrivé une fois mort en fait, une fois incarné en fantôme en fait, il fait la rencontre de cette demoiselle là en fait, qui lui dit que c'était pas du tout son heure en fait, que même s'il n'avait pas intervenu en fait, le jeune garçon aurait pu s'en sortir, fait qu'il s'est un peu sacrifié pour rien pour le coup. Allô Victoria, bienvenue parmi nous. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est au moment où il était en train d'écrire Yu Yu Hakusho en fait, que l'auteur a décidé d'écrire en fait Hunter x Hunter. On va voir un peu plus tard pourquoi, puis comment il l'a fait, puis comment il a construit le manga pour le coup. Et dans le fond c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'à cause de ces fameux problèmes de santé qui amènent... Marianne qui n'est le cliché, on dirait que tu racontes dans Origami. Ouais, mais un peu, hein. c'est juste que c'est pas un dieu, mais c'est devenu un esprit. Puis t'as tout un concept de détective de l'au-delà en fait, qui va se mettre en place, où il va essayer de résoudre des enquêtes justement pour essayer de se racheter et de retourner dans son corps finalement. Et qui est très très cool, fait que c'est amené à la façon shonen évidemment, qui a eu son petit succès au Japon. Oui, mais dans Origami aussi, bien sûr, évidemment. Et ça pour le coup en fait, c'est que je reprends là où j'étais. C'est lors de l'écriture de Yu Yu Hakusho en fait que l'auteur décide, grâce à ses nombreux temps libres en fait, du fait que il a un rythme de parution un peu différent par rapport aux autres mangaka, qui à cause de sa santé en fait lui permet de prendre plus de liberté, si on peut dire ça, et de ces moments de liberté en fait il va les utiliser en fait pour trouver l'inspiration. Il va utiliser pour regarder des films, pour regarder des séries, il va vraiment se baser sur pas mal de choses en fait, plus aussi des mangas aussi, notamment c'est un gros fan de JoJo Bizarre Adventure, donc de Araki pour le coup, et il va utiliser en fait tout cet attirail là pour en tirer des idées. Et comme le disait Wilson Missler, faire copier une personne, c'est du plagiat. Copier plusieurs personnes, c'est de la recherche. Donc, Wilson Missler, qui était un scénariste américain franchement connu pour le coup. Et pour le coup, prenez par exemple le fameux regard comment oui, Emmanuel, Yu Yu Hakusho est plus vieux que Noragami. Oui, clairement. Yu Yu Hakusho, attendez, je peux vous dire ça exactement.
Il a été écrit dans les années 90, fait que 1990 ça a commencé Yu Yu Hakusho. Fait que c'est ben avant Noragami pour le coup. Mais encore une fois, c'est pas du tout les deux mêmes sujets pour le coup. Donc Arnaud qui me dit jamais vu Jojo Bizarre Adventure, ça a l'air con mais ouais. Bah écoute, tout est dans le titre honnêtement. C'est très dur de conseiller puis de convaincre quelqu'un en fait d'aller voir Jojo Bizarre Adventure. Mais il faut vraiment que tu pousses la curiosité. Puis tu vas voir que soit t'accroches vraiment pas du tout. Fait que c'est soit t'aimes pas. Mais pour elle, l'auteur est reconnu, l'auteur c'est un pur génie, puis l'auteur est méga cultivé et tout. Mais je te conseille, si tu ne connais pas, puis si tu veux pousser la curiosité, n'hésite pas, c'est très bon. Tu peux éviter, la première partie est un peu moins bonne selon moi. Tu peux commencer avec la première partie comme tu peux commencer avec la partie 3 ou la partie 2. Chaque partie est différente, puis chaque partie aborde un descendant de la même famille, donc un descendant des Jojo pour le coup. Revenons à Hunter x Hunter. Donc je disais, par exemple le fameux regard, si vous savez, le fameux regard un peu perçant que Dio donne à ses ennemis est repris en fait, et c'est Hisoka qui reprend le même regard en fait. Fait qu'il y a un petit clin d'œil, puis quand on connaît les deux hommes en fait, on est capable de le voir et de le différencier. Fait que c'est un petit clin d'œil que l'auteur a aimé faire avec son personnage d'Hisoka pour le coup, mais au plaisir. Et c'est ça, donc, tous les deux des méchants, l'auteur le dit lui-même, il préfère les méchants un peu pas tout noir, pas tout blanc, mais tu sais, genre un peu entre les deux. Et comme comment pour le coup, Hisoka est un clin d'œil en lui-même à Dio de Jojo Bizarre Adventure. Alors, je regarde mes notes parce que j'ai plein de trucs intéressants, comme j'ai fait les recherches hier, puis j'ai appris des choses tellement c'était cool, très cool. Ouais. Et que suite à ça, donc je vous disais que l'auteur a beaucoup de temps libre, puis durant ses temps libres, il aime se divertir en fait. Fait qu'il va s'inspirer de plusieurs choses, et il a une autre passion en fait, Oui, Emmanuel. Totalement d'accord, Hisoka, meilleur personnage ever de Hunter x Hunter. Il est tellement creep, mais il est tellement charismatique, tu peux pas ne pas l'aimer. Donc c'est ça. Donc il a une deuxième petite habitude, c'est que durant son fameux temps libre, à cause de ses problèmes de santé, en fait, l'auteur aime consulter en fait les sondages de popularité du Jump. Donc je sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est que comment la façon le Jump, le Shonen Jump fonctionne en fait, c'est que à chaque X temps en fait, il y a un sondage de popularité qui était offert dans le Jump précédent en fait aux fans. Puis c'est les fans qui décident en fait de quel manga ils veulent voter, puis quel manga ils veulent voir rester en fait. Puis ça fait des années que le Jump fonctionne comme ça pour le coup. Et forcément, le manga qui se retrouve au début a plus de chances de rester, comme le manga qui va à la fin a plus de chances de se faire arrêter pour le coup et se faire sortir du Jump en fait. C'est vraiment la loi de la jungle pour tous les mangaka, que tu sois connu, que tu ne sois pas connu. Le meilleur cas, ça va être pas mal Samurai 8 de l'auteur de Naruto, de Masashi Kishimoto, qui malgré sa popularité et puis malgré le fait que c'est le papa de Naruto, tu sais, c'est quand même quelque chose. Avec Samurai 8, ça n'a pas tellement pogné, fait que dans le fond les fans voulaient lire autre chose, puis il s'est fait un peu tasser. Bon, le moment n'était pas forcément le meilleur propice pour cette série parce que t'avais Demon Slayer, t'avais Promised Neverland, t'avais Haikyuu, t'avais plein d'autres shonen qui sont vachement intéressants. Jujutsu Kaisen, c'est des mangas qui font parler d'eux, qui font pas mal de bruit. Et pour le coup, ça fonctionne pas mal comme ça. Donc Togashi a l'habitude en fait de faire ça, et en faisant ça en fait, donc plus ou moins un peu avant la fin de Yu Yu Hakusho, il avait l'habitude en fait de checker ça, puis il veut essayer de voir en fait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui perce en fait dans le Shonen Jump. Aranza qui dit ah bon, mais moi j'ai juste vu les premiers épisodes, il a l'air un peu taré. Ouais, mais c'est tout le personnage en fait, c'est ça. Le personnage il est barge, il est dérangé mentalement, c'est un psychopathe avec des pulsions sexuelles vraiment dérangeantes et tout ça. Mais je sais pas, il a ce petit quelque chose qui fait qu'il faut le charismatique finalement. Puis tu sais, il est pas tout noir, il est pas tout gris, c'est pas vraiment un méchant pour être méchant, c'est plus un opportuniste qui, c'est le moment où il est capable de te manipuler, d'utiliser pour arriver à ses fins, il va le faire en fait. Puis
t'as un certain mystère autour de ce personnage où tu sais jamais en fait, ce personnage est tellement imprévisible, puis tu sais jamais en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il pense, puis qu'est-ce qu'il va faire la seconde d'après en fait. Fait que tout le personnage en fait se base sur ce concept-là qui, c'est un personnage imprévisible et follement charismatique. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est un avis personnel, hein, encore une fois, mais pour moi, encore une fois, Hisoka, c'est le meilleur personnage à date. Donc, pour revenir à nos moutons. Donc je disais, l'auteur avait à l'habitude en fait de consulter le job pour le coup. Puis il faut savoir que Allo Stanley, bienvenue. Et il faut savoir que l'auteur en fait, dans l'idée au début, Emmanuel Kennedy il est très neutre, il prend pas de côté seulement le sien. En fait. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que je dis, il est opportuniste, puis c'est vraiment assez égoïste en soi, ou comme c'est lui qui passe avant tout, mais tu sais, comme à un moment il aide Hisoka, puis parce qu'il aide Kurapika pour le coup, puis c'est pas forcément d'enjeu pour lui, fait que tu sais, c'est très ambigu en fait de comment ce qui est construit, puis comment il pense en fait. Arasaki, rien que ça, le meilleur personnage. Bah oui, mais clairement. Je suis pas le seul à le dire. La preuve dans les commentaires. Mais c'est ça. Pour le coup, il faut savoir que Hunter x Hunter, en fait, concrètement, a été conçu pour marcher comme un best-seller. Donc, à la base, l'auteur avait l'idée de ok, il faut que je fasse un manga, et il faut que je fasse un manga qui fonctionne, un manga qui cartonne. Et à l'époque, ce qui cartonnait très fort, c'était les mangas de sport, notamment avec Slam Dunk, et les mangas de baston, notamment avec Dragon Ball pour le coup. Et du coup, il a décidé de se lancer sur un manga de combat pour le coup, qui est Hunter x Hunter. En plus de ça, il y a un autre sondage en fait qui est fait dans les Shonen Jump, qui sont les sondages de popularité. Et ça, c'est plus basé sur telle ou telle série, pour le coup. Marie-Hélène qui nous dit mais tous les personnages d'Hunter x Hunter sont bons, Killua, Hisoka, la Pagane Falcon, ils sont tous. Ben oui, mais c'est le problème quand l'œuvre est bien construite, hein, c'est que tous les persos sont beaux, mais je sais pas, il me semble que Hisoka s'en ressort un peu du lot pour le coup, puis qu'il y a un petit quelque chose en plus, c'est genre. Mais bon, c'est la relation entre Gon et Killua est juste exceptionnelle, c'est vraiment une relation vraiment pure et d'amitié pure en fait, c'est juste incroyable. Je sais pas, Léolio aussi qui est un personnage que je trouve vraiment très très charismatique pour le coup. Emmanuel qui dit Netero est cool, c'est oui, mais tellement. Mais même, hein, c'est pour ceux qui ont vu l'arc de Chimera, en fait la fin de l'arc Chimera justement est juste exceptionnel. Je veux dire, le combat de fin avec Netero pour le coup, c'est ouf quoi. Marie-Hélène qui me dit oui, ils sont tous mal. Clairement. L'œuvre est tellement construite. C'est ça que c'est assez paradoxal en fait, du fait que, comme je dis, c'est comme l'œuvre a été vraiment créée pour que ça marche en fait, pour que ça génère de la popularité et les sous derrière pour le coup pour le mangaka. Et on aurait pu croire que ça aurait pu aller sur un truc plus générique, vraiment plus basique, sans vraiment de recherche ou quoi que ce soit, mais l'auteur a vraiment fait une belle job pour le coup, parce que même après Sociatus, sa fanbase en fait, le suit encore et toujours de façon fidèle en fait. Et pour le coup, pour la création de Gon en fait de son héros pour le coup, il s'est basé sur un autre sondage de popularité. C'est un sondage de popularité pour savoir quel est le personnage principal de telle ou telle œuvre. Puis encore une fois, ils font voter les fans puis les lecteurs pour le coup. Marie-Hélène dit l'arc Chimera est trop bonne. Oui, l'arc pour eux. Alors, selon moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu la suite, parce que dans le fond là on est rendu au tome 36 de Hunter x Hunter. L'arc Chimera, il faut savoir, se termine au tome 30-31 de mémoire. Puis il y a une espèce de petit événement où, dans le fond, un tome entre deux arcs en fait. Puis du tome 33 au 36, donc le dernier sorti, c'est un nouvel arc en fait, où il y a plein de trucs qui est remis en place, et cet arc-là se passe dans un huis clos. J'en dirai pas plus, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, et si vous avez l'occasion, et puis si vous l'avez chez vous en fait, lisez-le back à back en fait. Lisez-le vraiment à la suite.
Emmanuel qui me dit l'art chiméra était un peu long à mon goût, mais la fin justifie tout. Oui, 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 mais c'était important, mais je suis d'accord avec ça. Mais même, j'aime beaucoup la dualité en fait entre le méchant et le héros pour le coup, où t'as Myriam qui est une bête finalement, qui est une créature, qui est un méchant, et qui naît avec ses instincts et pas forcément avec une humanité. Et tu as Gon pour le coup, où c'est Gon, c'est notre héros, et que c'est le gars le plus gentil, le plus sud, le plus adorable, puis le plus humain possible en fait, avec de l'empathie et tout ça. Puis en fait, ce qui est très cool en fait, c'est que en période de deuil en fait que c'est relié sans trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, hein, mais il va se passer quelque chose qui va transformer Gon en fait, qui va le transformer en monstre en fait. Puis à l'inverse, là où c'est intéressant, où c'est comme le méchant, en la découverte de l'amour en fait, va se transformer petit à petit en humain, fait qu'il va acquérir une humanité qui va le changer. Puis c'est vraiment cette dualité-là qui pour moi fait vraiment tout au niveau de l'art qui est juste incroyable. Construction de personnage, autant la fin avec Meruem, autant la fin avec Gon, les deux m'ont fait chialer, mais genre c'est pas possible. Mais j'avoue, ça m'a fait verser ma petite larme. C'était tellement bien écrit. Et je pense que c'est un des arcs les mieux écrits à date que j'ai lu, malgré le fait qu'il est un tantinet trop long, je trouve aussi. Donc c'est ça. Donc pour revenir au truc, donc dans le fond, il faut savoir que dans le fond, Hunter x Hunter a été construit pour être à la base un best-seller, puis pour générer de la popularité. Et en parallèle, en fait, Gon aussi a aussi été créé pour justement pour créer ce côté où dans le fond les fans vont voter pour lui. Il a été designé puis imaginé comme étant le héros de shonen pour essayer d'être le héros de shonen le plus populaire. Marielle qui nous dit mais ce qui rend l'art chiméra si bonne et que Meruem ressent des sentiments et pour Megumi et là tu commences à te demander s'il est méchant. Mais c'est tout ça en fait du fait que on le voit au début en fait qui est vraiment sans pitié puis il n'hésite pas à tuer. Puis à force de côtoyer Megumi Megumi ouais, dans le fond il développe une humanité et il devient en fait il switch en fait de ce côté monstrueux d'une bête finalement vu que c'est une chiméra là. Et en fait, c'est vraiment au début, tu as le côté chiméra qui prend le dessus, où c'est vraiment l'instinct, la survie et ça. Et petit à petit, tu as le côté humain qui reprend le dessus en mode bon, il obtient une humanité, il a de la pitié, il a genre. C'est fou là, c'est fou. Kamene qui dit pas de honte, on a tous pleuré. Ah bon, content de savoir que je suis pas tout seul. mais c'est fou parce que personnellement je me fais vraiment toutes les années je me refais comme un marathon en fait de tout l'animé en fait, donc celui de 2011. Puis à chaque fois j'ai beau essayer de me retenir puis de me forcer à chaque fois, le feeling, c'est l'arc il me hit mais genre d'une façon intense, c'est tellement bien écrit, tellement. Donc tout ça, puis suite à ça en fait l'auteur en fait quand il a créé Hunter x Hunter pour le coup a vraiment voulu faire ressortir une maxime en fait de tout ça qui est que l'auteur pour le coup veut absolument faire véhiculer des émotions en fait. Il veut vraiment apporter ce sentiment puis ce bouleversement, te faire pleurer, te faire rire, te faire peur même des fois, juste avec la force de son talent puis la force de son écriture pour le coup. Et pour le coup on peut voir que ça marche très très bien. Et savoir aussi que Togashi donc, est un très bon ami de Eiichiro Oda et de Masashi Kishimoto. Et il s'avère que lorsque Naruto a commencé à être produit, en fait, Masashi Kishimoto a avoué qu'il se basait beaucoup sur Hunter x Hunter pour le coup, et surtout sur les expressions de Hunter x Hunter, pour justement faire véhiculer puis imaginer des expressions sur son personnage. Fait que dans le fond, rendu là, on est vraiment rendu au moment où Togashi est vraiment un maître dans son dessin puis dans son écriture, puisque dans le fond, c'est un modèle maintenant pour le coup. Et c'est vachement intéressant
du fait que, dans le fond, c'est ça, c'est comme Emmanuel le dit, dans le fond, l'auteur a bien réussi. C'est vraiment un pari qu'il a pris, puis ce gars-là a incroyablement de talent, puis on va voir que, un peu plus tard aussi, je vous tease un peu en même temps, que l'auteur est une personne vachement cultivée. Cultivé, mais aussi assez assez borné en soi. Alors ça c'est une petite anecdote que j'aime beaucoup, que dans le fond je la raconte pas mal souvent, mais c'est 14 ans après, vous savez qu'il a tous l'auteur a des problèmes de santé, et pas uniquement des problèmes dus à son dos, qui a vraiment une santé vraiment très fragile, puis étant donné qu'il se rapproche, je pense qu'il va 54 ans là aujourd'hui, cette année, et que c'est plus d'avance, moins moins ça l'aide en fait. Marilyn qui dit ouais, Killua et Suki sont juste. Oh non, Marilyn, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Le personnage de Killua est tellement mieux construit. Mais ça pourrait, mais pour reprendre le côté expression, comme je disais avec les traits et tout ça, ça pourrait fitter justement. Oh my god, j'y ai jamais pensé, j'ai troublé. Le but c'est vraiment de vous chambouler puis de vous laisser repartir avec plein d'anecdotes en tête là. Et comme je dis, j'ai fait des masses de recherches puis j'ai trouvé vraiment des trucs vraiment très cool. Donc, première petite anecdote en fait. 14 ans après le premier chapitre de Hunter x Hunter en fait, l'auteur était en retard en fait sur les délais de remise de chapitres pour le coup. Et le problème, c'est qu'il était tellement anxieux et stressé par ça, en fait, qu'il se passait un truc vachement assez drôle. En fait. C'est que son Tanto, en fait, son responsable éditorial, va chez lui pour justement récupérer ses planches, puis jaser un peu avec lui, puis machin. Killua est beaucoup mieux construit que ne sont leurs pouvoirs. Oui, mais clairement, hein, c'est le fait de transformer son aura en électricité, ça fait clairement penser au Chidori. Hein. On est d'accord, on est tellement d'accord. Mais c'est ça, donc dans le fond, 14 ans après le premier chapitre de Hunter x Hunter, son Tanto, rééditeur responsable, son responsable éditorial plutôt, décide de rendre visite à Togashi, puis voir si ça va bien, puis machin. Le truc c'est qu'il arrive à la porte, il toque, pas de réponse. Il toque, pas de réponse. Et finalement, il décide de rentrer par lui-même, puis il s'avère que dans son stress et totalement dans sa bulle en fait, que l'auteur a fait une sorte de malaise en fait, dans le sens où son dos s'est complètement bloqué. Et il s'est rendu qu'il était tellement à fond sur Hunter x Hunter, puis le fait qu'il faut qu'il dessine, parce qu'il adore dessiner Hunter x Hunter, malgré le fait qu'il est souvent en hiatus, il adore dessiner de ses propres aveux, lors de plusieurs interviews, il adore vraiment dessiner Hunter x Hunter. Puis il s'avère que son Tanto l'a retrouvé complètement à terre, avec ses planches à terre, en train de continuer de dessiner avec le dos bloqué. Pour le coup, on va le voir en fait, c'est comme il y a plusieurs petites anecdotes comme ça, assez croustillantes, notamment le fait que même avec le dos bloqué, même avec quoi que ce soit, en fait, l'auteur a vraiment une chose en tête, c'est de continuer à dessiner son manga par tous les moyens pour le coup. Ok, je voulais aussi un peu dédramatiser en fait par rapport où on vient de parler des pauses et un petit peu par rapport des hiatus en fait. C'est comme puis ça m'a flashé, puis je me suis vraiment rendu compte que les hiatus que Togashi prend en fait, à part le hiatus qu'il a pris de 3 ans il me semble, après le tome 32, entre 32 et le 33 finalement, il s'avère que la sortie du manga est pas si pire en fait. Je m'explique. Donc à part le 3 ans entre le 32 et le 33, on a une moyenne en fait d'un titre plus ou moins à l'année, voire 2 si on est chanceux. Et quand vous y pensez bien, on a eu le 33, le 34, le 35 et le 36 dernièrement. Puis là, on est rendu à 6 mois plus ou moins de pause pour le coup. Hélène Guinée, pour le Togashi, on peut dire que ces mangas ont été faits quoi.
Oui, puis il adore ça, pour vrai. J'ai été étonné, puis je pense que ça doit plus être une torture en fait, de pas dessiner, puis de vraiment essayer de prendre soin de sa santé que de vouloir terminer. Sachant que il ne cède pas lui-même, hein, attention, hein, parce qu'au tome 32, dans l'enfant qui était censé être la fin pour le coup, où le but de Gon est enfin atteint, donc ça devait se terminer au tome 32 en fait. Puis le truc c'est que l'auteur a pris conscience en fait qu'il voulait raconter plus de choses encore. Et qu'il voulait vraiment, il était comme mais non mais j'ai tellement d'idées, c'est comme ça pop dans ma tête, puis c'est comme il faut que je les raconte. Fait qu'il a décidé de continuer à écrire Hunter x Hunter et qui fait qu'on a l'arc présentement en cours qui selon moi s'avère être un des meilleurs arcs scénaristiquement monté, qui a l'air un des meilleurs arcs en fait tout simplement. Donc là où pour moi Chimera Hunt est vraiment l'arc avec le développement de personnage le mieux construit, le prochain arc ça a l'air tellement cool. Tout se passe dans un bateau et c'est un huis clos en fait. Il va se faire quelque chose, je ne vous dis pas trop, c'est pour une même chose pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais si vous avez l'occasion de prendre les tomes donc, du 33 au 36, lisez-les back à back parce que c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe, honnêtement. Puis on retrouve mon personnage préféré, on retrouve Hisoka dans le tome 34, il me semble. Donc ça, le 32 devrait être le dernier et pour le coup le coup d'hiatus c'est pas si pire parce que finalement c'est comme on y pense, il y en a plus ou moins un tome ou un an et demi, ce qui est très bien en soi si on prend en considération le fait que il est malade, il a ses trucs de dos, puis il a tout ça qui se fait quand même de plus en plus vieux finalement, donc c'est pas si pire. Deuxième petite anecdote. Saviez-vous que Togashi et Sui Ishida, donc l'auteur de Tokyo Ghoul en fait, ont collaboré ensemble et Sui Ishida en fait a monté de A à Z une histoire sur Hisoka pour le coup. Donc l'histoire se passe sur l'enfance d'Hisoka, on en apprend plus sur ce personnage-là qui reste mystérieux malgré ça. Marie-Hélène qui dit Magot c'est mon bon intéressant, je vais bientôt m'acheter une nouvelle session. Mais fonce, pour vrai, je les ai à la maison, puis je te dis c'est de la bombe. Mais c'est ça, essaye de les lire vraiment comme l'un à la suite de l'autre, parce que j'avais fait une première lecture, puis je les avais vraiment lus comme un par un pour le coup, et j'étais comme mais qu'est-ce que c'est ça, de quoi il parle, puis comme je les ai relus après, mais comme vraiment back à back, puis je suis comme yo, c'est excellent. Il n'y a pas d'autre mot que c'est l'excellence à l'état pur. C'est très 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 bon. Donc c'est ça. Donc à savoir que Togashi et Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Rub pour le coup, ont collaboré ensemble et ont fait donc Sui Ishida pour le coup a monté une histoire. Donc en même temps, en fait c'est une collaboration qui a été faite en lien avec la sortie du tome 33 et du tome 7 de Tokyo Ghoul Rub pour le coup. Et forcément, Sui Ishida a pris ça comme un énorme honneur de se faire un enfant sollicité par le maître pour le coup. Et finalement, il était vachement stressé par ça justement. Puis tellement stressé en fait que ça le retardait en fait dans sa publication de Tokyo Ghoul Run en fait. Et qu'il était tellement, il se prenait tellement la tête. Puis il était vraiment comme à fond là-dessus, comme yo mais il faut que je l'écrive, il faut que je le dessine là. Fait que ça l'a ralenti dans sa publication et finalement il l'a sorti en même temps que le chapitre qu'il était en train d'écrire à ce moment-là. Et dans le fond, c'est une histoire de 69 pages en fait qui est trouvable sur internet et uniquement sur internet pour le moment, où donc sous forme de brouillon, fait que c'est pas fini. Et allô Jonathan, bienvenue parmi nous. On parlait de Hunter x Hunter et de Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, qui ont fait une collaboration sur l'enfance d'Hisoka en fait. Donc c'est l'enfance. Donc l'histoire raconte c'est 69 pages sur l'enfance d'Hisoka, dans le fond, dès le moment où il a été recueilli par le cirque qui l'a élevé pour le coup, et c'est vachement cool. L'histoire de Hunter x Hunter avec les dessins de Sui Ishida. Perso, quand je l'ai lu, je suis aux anges. Fait que si ça vous intéresse, foncez. Il est dispo sur internet, malheureusement uniquement sur internet. Il n'y a aucune traduction, il n'y a aucune version papier autre que celle du Jump, ni anglaise ni française. D'habitude, je promouvois pas ça, mais ça vaut la peine, honnêtement. Donc, je reviens un peu sur vos commentaires. Marilyn qui me dit Tokyo Ghoul c'est trop bon. J'ai adoré. J'ai pas encore fini le ref et je sais pas comment ça se finit.
Mais j'avais bien aimé. Emmanuel qui nous dit j'ai une question. C'est à propos des dessins. Certains de ces dessins de manga sont très simples. Ils n'ont pas de décor en arrière et semblent être rapides. Donc j'imagine que tu parles de Togashi. Hein. Certains les qualifient carrément de laids, mais je les trouve géniaux. Malgré leur simplicité, ils véhiculent des émotions importantes des fois. Les dessins sont incroyables. Particulièrement pendant le combat. Qu'en penses-tu? As-tu une hypothèse à propos de pourquoi il est ainsi? C'est une très bonne question, honnêtement. J'adore beaucoup. J'adore beaucoup ces dessins. Puis je pense que c'est un mix de deux en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de fainéantise et que ça contribue aussi à mettre en avant ces personnages en fait. Je vais essayer de vous montrer dans le sens où mine de rien, en fait l'œil en fait, même si on regarde pas forcément tel truc en fait, il capte les trucs aux alentours, fait qu'il dans le fond l'œil est moins sollicité quand on peut regarder les dessins, c'est quand même très très beau là, je veux dire, c'est sûr que c'est un style différent, mais comme vous pouvez le voir en fait, il y a très très souvent en fait très peu de décors tout simplement. Puis je trouve que c'est cool parce que ça me permet, personnellement, ça me permet de me recentrer sur les personnages et sur l'action en fait qui est en place en fait. Comme vous pouvez le voir à chaque fois dans le fond, c'est comme il y a vraiment que ça qui est mis en avant, fait que t'es pas forcément distrait. Attendez, j'avais trouvé une bonne page. Puis notamment, par exemple, c'est comme je veux dire, c'est comme là, tu n'as vraiment qu'une chose à regarder, puis ton œil, en fait, dans le fond, s'il n'a pas de point précis, en fait, se balade, et là, du coup, ben, c'est juste blanc, il n'y a pas de décor, puis tu as une chose à voir, puis c'est ça qui est mis en avant. Et, perso, je trouve cool. Mais les dessins sont vraiment nice, honnêtement. Je peux vous montrer, donc c'est partie du tome 8, ça, encore une fois, c'est juste magique. Mais, comme je dis, il y a vraiment très très peu de décors. Mais d'un côté, il peut faire ça aussi. C'est pas par manque de talent. Je pense qu'il y a beaucoup, qu'il gagne beaucoup de temps, en fait, mine de rien. Et ce qui lui permet d'avancer plus vite sur son histoire. Mais je vais vous montrer aussi les premiers dessins, pour le coup, ceux dans Yu Yu Hakusho, où on peut voir encore une fois que forcément, c'est pas pareil, en fait. C'est vraiment pas pareil. Mais pour le coup, Yu Yu Hakusho est vraiment plus gag, vraiment plus humoristique. Mais je pense que dans Hunter c'est voulu, sincèrement. J'en montre votre. Donc Suishida, Marianne qui nous dit Suishida dessine tellement bien. En plus, Tokyo Ghoul c'est extraordinaire. Alors je suis sûr que l'histoire sur Isekai est bonne. Alors c'est tellement bon. Ouais, c'est vraiment une petite histoire, fait que ça n'apporte rien à l'histoire principale, ou de le fait que t'en sais un peu plus sur Isekai. Mais comme je te dis, c'est pas son dessin fini, encore une fois, hein. Ça reste un brouillon, c'est vraiment un émou en fait qu'il a remis comme ça en fait, puis la collaboration était faite pour être comme ça en fait. Donc c'est vraiment le brouillon de Suishida, mais étrangement qui ressemble plus ou moins au style de dessin que Togashi pourrait avoir en fait, et avec ce côté un peu brouillon. C'est une approche artistique que j'aime vraiment beaucoup, où dans le fond les auteurs dessinent, mais dessinent avec des hachurés, qui fait que le manga ou la page a l'air vraiment un peu bâclé, si on peut dire ça, mais ça ajoute quelque chose de plus. Je pense notamment à Levius en fait, qui est un mangaka qui a dessiné entièrement son œuvre comme ça. Donc c'est un autre style de dessin encore une fois, mais il y a beaucoup de petits hachurés qui fait que c'est pas un trait continu, c'est vraiment un style différent que soit t'aimes pas évidemment, hein, mais pour le coup qui a son petit caractère, ça senti. C'est comme le dessin de Mob Psycho et d'Attaque des Titans pour le coup. C'est des dessins, c'est par exemple Mob Psycho, c'est un dessin qui est, on va se le dire sans mâcher ses mots, c'est laid, ok, c'est vraiment laid. Mais au début, c'est sûr que ça rébute un peu, mais à force de lire l'histoire, puis vraiment le point fort de One pour le coup pour Misako, c'est vraiment les scénarios. Puis au fur et à mesure que tu lis l'histoire, puis que tu embarques dans le scénario, c'est impossible en fait de voir un autre style de dessin que ce qu'il a là en fait. C'est comme, ce serait un peu une hérésie en fait de refaire un Mob Psycho avec un autre style de dessin. Ça rentre dans la signature, dans l'identité du manga. Même chose que Attaque des Titans, au début, le dessin,
c'était pas ouf, hein. C'était vraiment pas très ouf. Puis là, pour le coup, même chose, c'est à force de lire, à force d'avoir le regard en fait qui est attiré par ce genre de dessin, c'est intégré intégralement en fait dans le manga que tu ne peux pas avoir un autre style de dessin pour décrire puis dessiner l'œuvre en fait. Encore une fois, comme je vous dis, c'est mon avis personnel. C'est sûr, je connais du monde qui les dessins, c'est vraiment important. Puis si c'est pas un truc qui leur plaît, même si le scénario est cool, ils prennent pas la peine de regarder. Puis c'est bien correct aussi. Hein. Donc je remonte un peu au message parce qu'il est pas mal. Comment s'appelle l'histoire sur Marielle, il n'y a pas vraiment de nom en fait. Si tu cherches Togashi Suicida ou Suicida Isoka Story ou un truc dans le genre, tu devrais tomber dessus. C'est très facile, très accessible avec internet en plus. Mais je vous invite à le voir, il est très très cool, plus à titre vraiment de lecteur à lecteur pour le coup. Avec une histoire qui est très 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 très, très cool. Alors, troisième petite anecdote, j'ai trouvé un petit truc qui était vachement intéressant, qui pour le coup est que l'auteur a écrit lui-même dans le Valley tome 3. Et la façon dont il perçoit, en fait, la façon dont il se perçoit par rapport à ses créations, par rapport à la façon dont il a de créer une œuvre, la façon dans laquelle il a de dessiner, dans laquelle il a la façon de faire le scénario. Et dans la tête de Yoshiro Togashi, ils sont trois en fait. Donc on a Monsieur Tadokoro, Monsieur Imai et Togashi pour le coup. Donc l'auteur décrit que Monsieur Tadokoro est dessinateur et possède un ego hypertrophique et manque de caractère. Donc ça c'est le personnage qui dessine pour le coup. Monsieur Imai pour le coup est scénariste et superficiel et n'a aucun principe. Ce que c'est drôle en fait, c'est comme dans le fond, il interprète en fait ce côté du fait que il a des difficultés à mettre tel dessin avec tel scénario, puis d'exprimer telle chose avec telle façon de le dessiner. Il dit pour le coup, pour justifier ça, que lorsqu'il s'agit de travailler, les deux se chamaillent souvent, allant même jusqu'à la polémique, et c'est dans laquelle l'auteur n'hésite pas à participer. Je sais pas, je trouvais ça vraiment très 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 cool à voir, puis ça montre un peu plus sur le procédé en fait artistique de comment l'auteur perçoit son œuvre, comment est-ce qu'il arrive à mettre en lien tel dessin puis telle partie de scénario. Tu sais. Autre anecdote, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une anecdote qui est quand même assez connue pour le coup. Et puis il y a un petit truc sympa, c'est que l'auteur Togashi, dans le fond, est marié à Naoko Takushi, donc l'auteur de Sailor Moon. Et petite parenthèse, dans le sens où l'auteur, il faut savoir que l'auteur est très introverti. Donc il est très vraiment renfermé sur lui-même. Puis, tu sais, il communique pas beaucoup, il est vraiment dans sa bulle. Puis ça se voit souvent quand il écrit son manga. Et le truc, c'est que même avec ses amis proches, donc sa famille, ses amis, toutes les personnes qui font son cercle proche, en fait, c'est qu'il a réussi, sans le vouloir, en fait, à cacher qu'il voyait quelqu'un, et que ce quelqu'un, c'était non seulement l'auteur de Sailor Moon, et ils l'ont appris seulement, donc ses proches l'ont appris qu'il sortait avec quelqu'un au moment où il leur a annoncé que dans X temps, en fait, il allait se marier. Dans le fond, il est tellement replié sur lui-même, puis il est tellement pas imposant, il n'impose pas sa vie, qu'il est tellement dans sa bulle, dans son monde, que il a réussi à cacher ça finalement. C'est assez compliqué, genre, de cacher avec que tu fréquentes quelqu'un, tu sais. Puis c'est au moment où juste tu l'annonces, bon, écoute, guys, je vais me marier dans X temps, que pour le coup, je trouve ça vachement intéressant. Petite anecdote encore, je pense qu'on va terminer avec les anecdotes, il y en a quelques-unes, puis on arrive sur la fin du temps. Il faut savoir que l'alphabet d'Hunter x Hunter peut être traduit dans le fond. C'est un alphabet qui a été créé par l'auteur et est totalement traduisable en se calquant en fait sur les tableaux des hiragana japonais. Petite news en fait si vous voulez vous intéresser puis commencer à apprendre à pouvoir lire toute l'écriture qui est montrée dans Hunter x Hunter, c'est possible. Donc plus dans l'animé pour le coup, donc dans un flashback de l'animé, donc Haruka, le petit frère de Killua pour le coup, signifie en japonais exister en tant qu'objet. Donc
qui se rallie plus ou moins, j'aime pas dire ça, mais à l'utilité, puis à la façon dont sa famille a de l'exploiter à cause de ses pouvoirs. Donc il est traité en tant qu'objet et pas qu'en tant qu'individu. Et il faut savoir que Iruka, dans le fond, le grand frère de Killua, lui, veut dire en japonais, c'est exister en tant qu'individu. Ce qui est pour le coup qui est l'aîné de la famille. Et dans le fond, la famille se repose beaucoup sur lui justement pour les missions et pour toute autre chose. En plus de ça, à savoir que dans le petit flashback où on voit pour la première fois Haruka, pour le coup, le petit frère ou la petite sœur, dépendamment de la personnalité, d'Haruka apparaît en fait. Il y a un petit clin d'œil à l'auteur de Sailor Moon où, dans le fond, il joue avec des poupées et ces poupées, ce n'est autre que Sailor Moon et Tuxedo Mask pour le coup. Il y a un petit historique qui est mis dans l'anime qui est vachement cool. Encore une fois, autre anecdote, chaque enfant de la famille Zoldyck reprend, en fait, chaque enfant de la famille Zoldyck reprend la voyelle du dernier nom, en fait, de l'enfant qu'il possède. Je vais vous expliquer. Donc il y a Hirumi, donc qui est le premier, qui est l'aîné. Après ça, c'est Miruki, donc la deuxième. Après ça, c'est Killua, donc Killua avec un R, le troisième. Après ça, c'est Haruka, donc un qui reprend le A de Killua. Et après ça, on reprend le K de Haruka pour faire Karuto, qui est le dernier de la famille, qui est vachement intéressant. Petit clin d'œil, notamment, pour toutes les personnes, s'il y en a qui l'ont lu, l'Evely, à savoir que lorsque Gon et Hisoka se battent ensemble, le personnage de l'Evely en fait fait une apparition. Donc il y a un clin d'œil et un crossover d'une autre œuvre dans Hunter x Hunter où dans le fond il prend place avec la commentatrice en fait, puis il commente une partie du match de Hunter. Encore une fois, la prochaine fois que vous regarderez, jetez un petit coup d'œil. Je remonte sur vos commentaires. Marie-Hélène qui dit: moi j'ai lu Hunter x Hunter en japonais, je trouve que la traduction n'est pas géniale, alors que ceux qui parlent japonais, je vous conseille de lire à l'original. Oui, bah c'est sûr, hein, c'est un travail différent, je veux dire. Dans le sens où maintenant les auteurs ont vraiment pas une conscience professionnelle, mais ils essaient vraiment de pousser la traduction le mieux possible en fait. Dans le sens où ils vont essayer de faire la traduction pour que ça se rapproche le plus du japonais. Ce qui est un truc qui ne se faisait pas forcément en fait, à l'époque, dans les années 90, où c'était les débuts du manga, justement, l'arrivée du manga en Europe pour le coup. Marilyn qui me dit: ça fait ça, j'ai juste 11 ans et je suis presque impeccable. Oui, bah écoute. Ok, fait qu'on va continuer avec des petites anecdotes. Alors, une anecdote que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est là que je vous dis que l'auteur est vachement cultivé, puis il n'hésite pas à faire ces petits clins d'œil. Dans le sens, est-ce que je l'ai là? Oui. Alors, à savoir que ce volume-là, en fait, est un volume particulier, en fait. Puisque la couverture de ce volume-là, donc la couverture du tome 28 pour le coup, est une reprise du couronnement de la Vierge Marie par Diego Valdés. Okay, je vais vous montrer, c'est que je vous ai trouvé une image et qu'on peut voir ici, si on voit bien en fait, on peut voir en fait ici le tableau de Diego Valdés pour le coup. Et si on compare en fait avec le manga, vous pouvez voir en fait que le tableau est repris trait pour trait en fait. Ou dans le sens où on a le couronnement avec Pitou et les deux autres que j'ai oublié le nom. Et en fait, même les chérubins, en fait, tout en dessous ont été replacés par les personnages. Qui est très cool en fait. Puis si tu ne connais pas la ref, bah, tu dis moi, bah, le cover il est cool, il est nice. Mais pour le coup, l'auteur a voulu faire un petit clin d'œil à un artiste qu'on se doute qu'il le marquait beaucoup et qui l'a tellement inspiré pour le coup qu'il en a fait un cover. Donc c'est ça, donc c'est le tome 28. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, c'est juste que j'ai pas réussi à décoter les images, mais notamment oula, on va pas la caméra.
notamment la couverture du tome 11 qui est une reprise d'une image d'un magazine japonais populaire. J'ai malheureusement pas d'image parce que j'ai pas réussi à la trouver, mais l'auteur aime faire les petits clins d'œil puis à reprendre des images en fait. Puis faire clin d'œil puis les mettre dans soit dans ses couvertures, soit carrément dans le manga en fait. 45 qui nous dit ah ouais carrément, sauf que les deux mecs celui à poil ressemble à un titan. Ouais ben ouais bah, c'est sûr, c'est les personnages, mais justement c'est putain je sais plus comment il s'appelle, c'est Pitou, il faut que je les relise hein. Je sais plus, mais bref c'est Poufou il me semble, Pitou et Youpi, c'est ça. Donc ils sont les trois personnages, qui sont les trois gardes du corps de Meruem pour le coup. Et il aime faire ça, en fait. Il aime faire des petits clins d'œil à ça. Puis si tu as la ref, c'est vachement intéressant. À savoir aussi que le nom de la série Hunter x Hunter provient de deux choses. En fait. Donc, à savoir que l'auteur, lorsqu'il a voulu créer justement avec ce fameux, quand il a consulté les systèmes de popularité, quand il a décidé de faire le Hunter x Hunter, en fait, il voulait vraiment absolument inclure le mot Hunter dans son manga pour le coup. Et c'est lorsqu'il regarde une émission qui s'appelle, attendez, je trouve le nom, Downtown Nogaki no Tsukaya R&D, qui est une émission humoristique que l'auteur aimait regarder pour le coup. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le nom en commentaire, il n'y a pas de souci. Et puis pour le coup, c'était au passage d'un candidat en fait qui répétait 2 fois le même mot. Puis tout bonnement, c'est devenu l'idée principale du manga, c'est d'appeler son nouveau manga, Hunter x Hunter. À savoir que les X normalement ne se prononcent pas. Donc à ceux qui veulent. De ses propres mots, l'auteur a dit le X ne se prononce pas, fait que c'est vraiment Hunter x Hunter en japonais. Et on termine pour une petite anecdote sur Hisoka, encore une fois, donc le meilleur personnage de la série. À savoir que en plus de tous les torts, de tous les dérives psychologiques dégueulasses de Hisoka, mais qui fait qu'on l'aime vraiment et qu'on l'aime pareil pour le coup, il faut savoir que Hisoka est cannibale, tout simplement. À savoir que lors du combat, lors d'un de ses combats, à la tour, lors de la bataille en fait, la tour de combat plutôt, il se combat avec un gars et Hisoka perd un bras. À ce moment-là, en fait, il ramasse son bras, il l'amène à la bouche et il bouffe son bras. C'est que Hisoka, c'est un putain de psychopathe. C'est un psychopathe. Juste pour savoir, juste pour vous le sachiez, tout est montré dans le manga pour le coup et c'est pas montré dans l'animé. Puis c'est pas montré dans l'animé, puis le manga pour le coup est pas censuré du tout. Il y a vraiment beaucoup plus de violence dans le manga que dans l'animé. Notamment à ce moment-là où Hisoka a comme le bras détaché, il est en sang, il a la gueule en sang, puis il prend son bras, puis genre qu'il croque un morceau, puis c'est comme bref. Ça conclut les petites anecdotes pour le coup. Je reviens sur vos commentaires. Marie-Hélène qui, quand je lisais Hunter, j'avais 9 ans et j'étais un peu bizarre, du coup j'ai écrit une chanson sur plus. Yo, pour vrai. Oh, je suis curieux. J'adore les prononciations anglaises, la japonaise Hanta Heksu Hanta, nous dit Aranza. J'adore on avait fait le test avec des amis où on a voulu savoir comment le X en fait pourrait se prononcer en japonais. Et on avait utilisé Google pour le coup. Puis le fameux Hanta Iksu Hanta était assez très drôle pour le coup. Arki Cannibal, le mec en fait. Ouais, c'est pas montré dans l'animé, c'est cool. Danny qui dit mais c'est cool de le dire X, ça sonne bien chaud. Ouais, mais moi aussi, Hunter x Hunter, j'aime beaucoup. Ça se dit mieux en français, je trouve. Vraiment beaucoup mieux. Aranza, merde, lire ça 9 ans, ça doit être un peu. Ouais, bah surtout Hunter, hein, je veux dire, je sais pas si je peux trouver un moment assez trash, mais des fois, ça hésite pas. Attendez. Je sais pas.
Bon, juste ce passage-là qui est assez, quand même assez effrayant en soi. Je sais pas si je peux vous prouver. J'essaie de trouver ça. Ouais, mais c'est le passage. On voit des persos se faire décapiter, on voit pas mal tout. Voilà. Ce passage-là où qui est une bonne illustration en fait, qui n'hésite pas à montrer en fait. C'est que dans le fond le manga est vachement plus trash que l'animé pour le coup. J'essaie de vous retrouver une deuxième image. Regardez-moi ces faces qui juste comme ça fait tellement peur. Puis ça c'est censé être mon protagoniste. C'est quoi la piqûre? Non, ça passe. Mais vous regardez, vous relirez les passages si vous voulez, puis vous verrez qu'il y a beaucoup moins de censure pour le coup. Marilyn qui dit la preuve on Néferopitou, c'est quoi ton problème de fourmi? Ah, vous savez, j'ai trop honte. Bah j'ai pas trouvé ça comme ça. Ah ouais, pour vrai? Bon bah écoute. J'imagine que t'es une top là. Mais non, c'est pas mal plus trash. On peut le voir justement. Ça, c'est la mise en place justement du manga qui est assez intense là. Je sais pas, ça fait partie du truc. Puis c'est pas parce que c'est forcément shonen que ça doit être vraiment censuré, tout ça un peu moins trash. C'est notamment Tokyo Ghoul est considéré entre les deux en fait. C'est un shonen, un seinen avec les codes du shonen, c'est que. Alors Anza qui nous dit, si j'ai bien compris, les personnages ont beaucoup de charisme et sont des anti-héros. Pas tous, attention. Mais il y a beaucoup. C'est pas forcément des anti-héros parce que. Si tu reprends le cas d'Hisoka, je le mettrais pas anti-héros parce que. Tu sais, il est trop égoïste en fait pour ça. Puis tu sais, vraiment. Si je dis, il est vraiment opportuniste. Genre, comme s'il peut t'utiliser et manipuler pour arriver à ses fins, genre, il va le faire. Aranda qui nous dit le style de dessin est vraiment cool. Perso, je préfère ce genre que One Piece où les traits sont super exagérés. Ça dépend, encore une fois. Je sais pas si tu as regardé les dessins de One Piece les dernièrement, là, mais l'auteur a vraiment fait du gros progrès. Puis d'un côté, tu m'étonnes. C'est à force de le dessiner, forcément, tu vas t'améliorer. Mais ça, c'est tous les auteurs. C'est comme, là, je te dis, c'est comme. Là, j'ai montré le tome 28, fait que c'est dans les derniers. Mais attends. Tombe pas. Par exemple, si on regarde le tome 9, ça tient? Oui, ça tient. Tu vois qu'il a déjà un style vraiment peut-être plus cute, plus mignon en fait, notamment avec Gon. Mais ouais, ça aussi c'est parti, genre démembrement, c'est comme l'auteur n'hésite pas à montrer et puis il s'en fout un peu de la censure si on peut dire. Mais je sais pas, c'est différent, honnêtement. Si le dessin est vraiment cool, perso je préfère ce genre à One Piece. Bon écoutez guys, je vais conclure là-dessus. Comme quoi, quand je vous dis à chaque fois, hein, je fais juste que creuser je fais juste que creuser en fait le top, le bout de l'iceberg. Mais si vous découvrez la série, et puis si vous étiez intéressé à la commencer, comme foncez, allez-y. Si vous n'êtes pas sur les mangas, il y a la version animée qui est très très cool, très fidèle au manga pour le coup, qui est vachement cool. Marianne qui nous dit comme exemple d'amélioration de dessin, prenez Jun Mochizuki dans Pandora, elle dessinait beaucoup moins bien que dans le moment de VTS. Ouais, clairement. Mais c'est tous les auteurs. Si tu regardes l'auteur de Hiro Mashima, même chose, si tu compares son dessin, même juste dans la même série, il prend les débuts de Rave et la fin de Rave, qui est juste comme incroyable, qui se rapproche plus d'un dessin à la Fairy Tail. On a l'auteur de One Piece, l'auteur de Fullmetal Alchemist,
l'auteur de Radiant aussi. Tu vois qu'au début, c'est très simpliste, puis il a une technique qui est capable de faire des traits vraiment très sévères, très drupes et très adultes pour le coup. Bon, mais écoutez, guys, c'est pas mal ce qui conclut ce live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le regarder, que moi à chercher et puis à vous l'expliquer. Si vous êtes curieux, lancez-vous à la recherche. Yu Yu Hakusho, même chose, très très cool, une très bonne série que j'aime beaucoup. On a tout le côté années 90, fait que c'est très rétro en fait. Je sais que certains ça peut les freiner, mais franchement, vous arrêtez pas au dessin. Comme essayez le scénario, allez-y, poussez jusqu'au 2, 3e tome. Perso, c'est toujours ce que je fais. Puis arrivé au 3e tome, je suis comme yo, mais c'est fucking bon. Level E aussi, très très cool. Plus lourd, puis il y a beaucoup de texte dedans par exemple. Mais c'est vachement intéressant. C'est 3 tomes, encore une fois, puis j'adore la série. Aranza, merci beaucoup pour partager un doc, t'es cool. Bah écoute, ça fait plaisir autant de vous les partager et puis de les dire. Je partage. Aranza qui nous dit par curiosité quel est ton manga préféré. Oula. Animé, ça va être j'ai One Piece, indétrônable. C'est le numéro 1, je suis un gros fan de One Piece. Puis manga préféré, ça va être GTO. C'est mon premier vrai manga sur lequel je me suis vraiment mis. Puis j'adore. Cool, bah écoutez guys, prenez soin de vous. On se retrouve dans pas long pour un prochain live. On a le live de jeudi sur les nouveautés, des trucs qui sont sortis. Les nouveautés qui sont sorties aussi au Québec. Fait que d'ici là, prenez soin de vous et sortez couverts. Bye bye là.